Salut à toi jeune rider, j'espère que tu vas bien, je te souhaite une belle année 2025, pleine de projets. 2025 c'est l'année du renouveau, l'année où on se lance à fond. Comme tu le sais, j'ai fait quelques vidéos, je suis plus actif sur Insta et TikTok pour les formats courts, mais j'ai vraiment envie de me consacrer à ces formats longs que j'ai commencé l'année dernière. Du coup cette année, on va y aller fort. Et pour démarrer l'année, quoi de mieux que rentrer dans l'art directement et de parler du roller. Et parler d'un truc particulier, pourquoi le roller est mort aujourd'hui. Alors le mot est un peu gros, on va décortiquer ça ici. C'est parti. Je pense que tu l'as remarqué, le roller ces dernières années, quand je dis ces dernières années, c'est les 12-15 dernières années, ça a pas trop la cote quoi, c'est pas le sport le plus populaire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut voir des millions de contenus différents et sur des formats très courts. C'est comme ça qu'en faisant défiler le feed, tu peux te fasciner en quelques secondes sur l'ouverture de fossiles quelque part sur une plage dans le nord. Je te montre les vidéos, moi j'adore. Non mais tu sais que je te dis ça, mais j'ai fait une fixation dessus. C'est-à-dire que là je suis parti au Portugal et je cherchais des fossiles à dénicher dans les plages. Donc Et le spectateur, on peut dire qu'il aime le sensationnel, il aime être choqué, il aime être fasciné. C'est comme ça que cette dernière décennie, les réseaux sociaux, ils ont fait une mise en avant énorme sur différents sujets, notamment les sports extrêmes. Un sport extrême, tu prends le roller, le skate, la trottinette, le ski freestyle, tout ce que tu veux, c'est quelque chose de très visuel. Et en plus maintenant, avec les caméras embarquées qu'on a, les GoPro et toutes les autres marques qui suivent, on arrive vraiment à avoir une qualité de vidéo incroyable. Et c'est ça qui va te donner envie, de rester pendant 10, 15, 30 secondes sur la vidéo. Pourtant, en parallèle, on peut faire aussi un autre constat. En roller, il n'y a pas plus de pratiquants, voire moins. Quand tu suis l'évolution de la discipline, alors on n'a pas toutes les données, on a les données au niveau des personnes qui font des licences auprès de la fédération, mais ça représente pas, je pense, la majorité des pratiquants. Mais même quand tu vois dans les ventes, dans les magasins, il y a eu un petit rebond après le Covid, mais comme tous les sports extérieurs. Hormis ça, c'est pas des sports qui ont une vie incroyable, c'est pas des sports qui ont un succès qui explose. Et le roller, il fait pas exception à la règle, quoi. Le roller, c'est un sport qui est quand même assez mourant. Alors, un sport, des sports, on verra tout à l'heure pourquoi je parle au pluriel, parce que pourtant, le roller, je veux dire, les belles images, c'est pas ce qui manque. On va donc aujourd'hui chercher à comprendre pourquoi le roller n'a pas le succès qu'il pourrait mériter et que d'autres sports ont, comme par exemple le skate ou l'escalade qui sont aussi des sports extrêmes et qui eux sont en pleine explosion depuis quelques années. Alors j'espère que t'es prêt, on s'accroche et on va réfléchir ensemble, c'est parti. Chapitre 1, casser l'idée de la difficulté. On va commencer par enlever un mythe, oui, le roller c'est dur. Mais comme tous les sports en fait. On a cette image du roller qui est le truc qui fait perdre beaucoup d'équilibre et ce serait pour ça que les gens n'ont pas envie de se lancer. Et c'est un peu les trucs que tu vas avoir autour de toi. Les gens sont un peu freinés de dire non mais le roller c'est un peu casse-gueule et puis je suis plus l'âge etc. Mais je pense que ça n'explique pas tout en tout cas. Tu prends l'exemple du skate, le skate c'est aussi un sport d'équilibre, c'est aussi un sport où tu te casses la gueule sur du béton et pourtant le skate a beaucoup plus de succès. Alors tu vas me dire, oui non mais le skate, il est au JO, donc c'est normal, il a beaucoup de visibilité. Et à ça je te répondrai oui et non. Oui, le skate il est au JO, comparé au roller qui ne l'est pas, certes, mais le skate il était déjà très populaire avant d'intégrer les JO, et c'est pour ça que les JO l'ont intégré. Les JO de plus, c'est un événement qui est pas régulier chaque semaine, c'est un événement qui est certes récurrent, mais qui est tous les 4 ans, et c'est un événement qui n'est pas très populaire chez les jeunes, du moins ça l'est de moins en moins. C'est pour ça qu'ils ont intégré le BMX, le skate, l'escalade, pour avoir du succès auprès des jeunes, parce que il y avait des sports un peu vieillissants et du coup ça perdait un petit peu en cote en popularité. Je pense donc qu'on peut écarter cette thèse de la popularité des JO, on peut écarter aussi la thèse de c'est trop dur et ça fait mal, parce que le skate, on est la preuve que ça fonctionne très bien, mais je te prends le skate, on peut prendre la trottinette freestyle aussi qui fonctionne très bien, on peut prendre le ski, tous ces sports en fait dits extrêmes, et on peut aussi enlever quelque chose qui est le budget. Le budget, alors certes, le roller c'est un vrai investissement, je peux pas te dire le contraire, le roller ça coûte cher. Tu vas démarrer l'activité entre 60 et 120 euros pour avoir des patins pour débuter, et puis après selon la discipline que tu vas faire, équipement tout compris, tu vas en avoir pour 500 à 800 euros, en prenant en compte le roller, le casque, les protections et potentiellement les accessoires. Tu peux racheter des roues, d'avoir des lacets différents, enfin tout le bazar autour quoi. Mais au final, alors certes c'est un montant important, mais c'est pas un montant délirant. Quand tu compares à d'autres sports, on va prendre l'exemple de l'escalade, je vais aller te chercher tout ça tu vois. Donc je te prends l'exemple de l'escalade pour te dire que c'est à peu près la même chose. Là, tu as un chausson entrée de gamme qui est, je crois celui-là à 70 ou 80 euros. Vraiment c'est la base de la base. Il y en a des un peu moins chers, mais bon ils sont vraiment moins bons. Bref, on n'est pas là pour ça. Un pot de magnésie,
Là, celui-là, il doit coûter 12-15 euros. Ça tient à peu près 2 mois quand tu pratiques régulièrement. Tu as l'abonnement à la salle en plus qui va te coûter à peu près 50 euros par mois, chose qu'on n'a pas en glisse. Et tu vas avoir un système d'assurage si tu fais de la voix, plus un baudrier. Tout ça, on va en avoir pour, je pense, à peu près entre 60 et 80 euros tout ça. Donc au final, pour l'escalade, tu as un total bien salé de 200 euros d'investissement de matériel pour débuter, et ça c'est sans compter l'inscription à la salle d'escalade de 50 euros par mois. Mine de rien, à l'année ça fait quand même 600 euros d'investi, c'est pas rien. Maintenant qu'on a débunk un peu tout ça, moi de mon côté j'ai fait mes recherches, j'ai beaucoup réfléchi au sujet, ça fait un moment que j'y pense, parce que je suis quand même un des premiers concernés, vu que je vis en partie de ce sport, et du coup j'ai besoin qu'il marche, parce que sinon j'ai personne qui vient dans mes cours, il y a personne qui vient à mes stages, à mes formations, et du coup c'est important d'avoir aussi un impact aux yeux de tous. Et après avoir discuté avec plusieurs acteurs du milieu, que ce soit dans le milieu du roller, mais aussi dans le milieu sportif plus large, que ce soit dans le milieu associatif, mais aussi dans le milieu de la vente, notamment matériel, etc., pour s'équiper, selon moi il y a 5 gros points qui vont ressortir pour expliquer pourquoi le roller aujourd'hui n'a pas le succès qu'il mériterait d'avoir. Et on va voir ça maintenant. Chapitre 2, quelques explications. Alors le premier point, ça va être tout ce qui est médiatisation des sports en France et comment c'est mis en avant dans les médias. La problématique, c'est que tout est rapport à l'argent. Le monde fonctionne avec l'argent. Je suis pas là pour faire l'anticapitaliste ou quoi que ce soit, au contraire, j'adore l'argent. Mais ça explique beaucoup de choses. Dans les médias mainstream, tu vas prendre les grandes chaînes de télé, tu vas prendre les grands journaux, tu vas prendre même maintenant les grandes chaînes YouTube, les grandes chaînes Twitch, ces grands groupes en fait qui cherchent à impacter le maximum de monde. Quand ils mettent en avant du sport, ils le mettent par intérêt financier et pas par passion. Et c'est normal, ils ont besoin d'argent pour faire tourner et du coup ils vont chercher là où il y a de l'argent. Exemple, le sport le plus mis en avant en France, c'est le football. Parce que c'est le sport qui rapproche le plus, c'est le sport qui impacte le plus de monde. Quand tu vas dans le village le plus perdu, tu es quasiment sûr de trouver un terrain de foot qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, alors que un skatepark, un mur d'escalade, tous ces autres sports, tu vas moins avoir de pratiquants, même s'il y en a qui commencent à émerger fortement, mais exemple du roller, tu mets une compétition de roller sur TF1, ça n'a aucun sens, parce que c'est complètement disproportionné. Le souci, c'est que du coup, les sports comme ça, un petit peu niche, ils restent dans leur niche parce qu'ils ont du mal à toucher le public plus large, parce qu'ils sont pas mis en avant. Mais on va voir que il faut pas rejeter la faute uniquement sur les médias, parce que pour que les médias le mettent en avant, il faut qu'on donne envie de mettre ces sports en avant, tu vois. Mais on va en parler juste après. Et je tiens quand même à souligner que il y a un aspect très bénéfique du coup avec les réseaux sociaux maintenant et également YouTube, c'est que vu qu'il y a beaucoup plus d'acteurs indépendants, que ce soit des influenceurs, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des chaînes spécialisées dans le sport mais qui n'ont pas forcément la capacité de faire quelque chose à la télé, il y a ces envies quand même de mettre en avant des passions et du coup il y a cette possibilité qu'on n'avait pas il y a 15 ans de faire des millions de vues sur une vidéo de roller parce que elle est passée sur TikTok et qu'elle a été virale. À l'époque où à la télé, ça aurait été plus compliqué. Donc ça, c'est quand même un point hyper important à souligner qui est très positif. Même si on va voir qu'il ne se suffit pas à lui-même. Ensuite, il y a le deuxième point, on va dire que le sport extrême, c'est cool à regarder, mais bon, c'est moins cool à pratiquer. Alors oui, c'est grave cool de voir Diaby Diaco faire un énorme barani sur un skatepark sur plusieurs mètres de long. Visuellement, c'est incroyable, ça donne envie. Et après, t'as un peu le retour à la réalité où tu mets les rollers et waouh, j'arrive pas à tenir debout, comme ça. Et là, du coup, c'est un peu compliqué et du coup, il y a un peu cette désillusion. Ça, c'est un peu l'aspect malsain des réseaux sociaux, c'est que en général, on va mettre en avant uniquement le côté le plus incroyable, le 0,01% des riders, ceux qui ont un niveau tellement bon que t'as l'impression que tout ce qu'ils font c'est trop facile. Et puis après, t'as le retour à la réalité où toi, tu ne peux pas faire ça, du moins pas pour l'instant. Tu te dis que tu seras jamais bon et tu as un peu cette désillusion. Là où dans d'autres sports, tu as un peu moins cet effet-là. Mais pareil, c'est une question d'aspect populaire. Et on revient un petit peu à l'image, je pense, des sports extrêmes avec ce truc de c'est extrême et on essaie de montrer visuellement quelque chose d'impressionnant. Et pour que ce soit impressionnant, on prend des riders qui font des trucs incroyables ou alors des chutes un petit peu brutales. Et on n'a pas trop cette mise en avant du processus de progression, du truc de s'amuser, etc. Alors déjà, par rapport à extrême, je te rassure tout de suite, il faut vraiment dédramatiser ce mot extrême. Il y a un gros souci autour de ce terme-là et je pense qu'il y en a beaucoup qui se démotivent avant même d'avoir essayé. Définition de sport extrême sur Wikipédia. Un sport extrême est une activité sportive particulièrement dangereuse pouvant exposer à des blessures graves ou à la mort en cas d'erreur dans son exécution. Mon Dieu, c'est rassurant ce bordel. Je te rassure tout de suite, étant pratiquant roller depuis 16 ans, faisant de l'escalade plus récemment depuis 6 ans, et touchant un petit peu à tout ce qui est extrême parce que j'adore les sensations fortes,
je te garantis que je ne risque pas ma peau tous les 4 matins. Sinon, je peux te dire que soit j'aurais arrêté il y a un moment, soit la vie m'aurait arrêté il y a un moment. Donc il faut vraiment dédramatiser tout ça. La notion d'extrême, elle est importante parce que oui, il y a cette notion de risque, mais le risque tu l'as dans tout. Tu peux te blesser dans n'importe quel sport. Le plus important, c'est comment tu vas pratiquer ta discipline sportive. Si tu apprends par étapes, si tu es progressif dans tout ce que tu vas apprendre, si tu respectes les étapes de ta progression, il n'y aura aucun souci. Moi, je gère 150 riders à l'année, on a de temps en temps des blessures, mais comme dans tous les autres sports, j'ai parlé avec d'autres clubs et de d'autres associations, de d'autres sports, hein, du tennis, du basket, du foot, et en fait, tu as le même ratio globalement. Le plus important, c'est la façon dont tu apprends. Donc oui, tu vas plus souvent faire des chutes, ça c'est sûr, que quelqu'un qui fait du ping-pong par exemple, sans dévaloriser le ping-pong, ou même de la randonnée, sans dévaloriser la randonnée, j'adore la randonnée. Tu vas faire plus de chutes, mais elles sont pas forcément graves ces chutes, et puis on apprend à tomber. Je te prends l'exemple moi je suis pas trop spécialisé des sports de combat, mais si tu prends le judo, il y a quand même beaucoup d'arrivées au sol, et qui peuvent être associées à des chutes, et pourtant c'est pas tous les jours que tu vas te blesser, et que tu pourras pas continuer ta discipline. Donc là, c'est un peu la même chose. Il y a des sécurités à prendre, il y a des étapes à respecter, des protections à mettre, des façons de tomber, et quand tu as tout ça entre les mains, bah, tu te fais pas si mal que ça globalement. Après, il y a quand même quelques coups sympas. Le troisième point, c'est une mauvaise image de l'univers du roller, de l'univers de la glisse, qu'on véhicule encore un petit peu, qu'on a encore accroché à nos vêtements et qui, je pense, ne joue pas en notre faveur. Dans notre société, on a des stéréotypes sur tout. Moi, le premier, j'ai des stéréotypes sur des choses, j'ai des préjugés et j'essaye de les casser jour après jour parce qu'il faut avoir du recul, il faut avoir un esprit critique sur les choses et ne pas rester dans des cases. Et les sports de glisse ont des stéréotypes assez forts. Ces stéréotypes, ils datent surtout des années 90-2000, même s'ils sont encore un petit peu présents, mais franchement, ça a énormément évolué ces dernières années, notamment parce que ça se structure. Mais voilà, tu vas associer le mec qui fait du roller au mec qui fume des petites fleurs de la pampa tranquillement dans le coin du skatepark, qui porte un pantalon XXXXXXXXXL, qui est obligé de le tenir avec ses deux mains et qui gueule dès qu'il y a un enfant qui passe. J'exagère bien entendu les traits, mais on a quand même ce regard un petit peu là de les riders, c'est déjà un peu à la cool, à part. Et ben c'est pas vrai, je te le dis. Moi j'en suis, je pense, la preuve. Alors oui, je m'habille avec des vêtements larges, mais regarde aujourd'hui, j'ai un pull de Mickey, donc ça fait pas très rider, tu vois. Et je pense que ça a un impact. Mais tu vas me dire, du coup, bah, je comprends pas, Dylan, parce que le skate, c'est aussi un sport de glisse. Et pourtant, t'étais en train de dire avant qu'il avait du succès, ce sport-là. Oui, mais le skate, et ça va nous faire rejoindre avec le 4e point de cette vidéo, c'est que le skate, ils en ont fait une force. Alors le 4e point, je sais pas trop comment le formuler pour pas vexer la communauté roller, mais je dirais que c'est une discipline qui souffre très peu sur l'extérieur et qui a un aspect culturel assez faible. Je m'explique. Quand on parle de skate, de skateboard, on va penser bien entendu au skate, la planche, le sport, etc. Mais on va penser aussi à Vans, on va penser à DC, on va penser à LA, on va penser à Tony Hawk avec sa licence de jeu qui ont marqué toute une génération, on va penser au graphe, on va penser à la musique, on va penser à tout ça, tout cet univers qu'il y a autour du skateboard. Et le skateboard, c'est là où ils ont, je trouve, une force vraiment inspirante, c'est qu'ils ont réussi à développer une institution culturelle autour de leur discipline. Et ça fait qu'aujourd'hui, bah, tu as des personnes qui vont porter du Vans, qui vont porter du DC, qui vont jouer à Tony Hawk, mais qui sont pas forcément des skateurs. Ça s'ouvre un petit peu, comme je disais tout à l'heure, à la cible mainstream. Et nous, dans le même temps, en roller, qu'est-ce qu'on a ? On a quoi en roller ? Oui, tu vas peut-être parler à la génération 90 qui a joué à Aggressive Inline sur GameCube. Tu vas peut-être faire rappeler à certains Ty Chris qui a sauté la Tour Eiffel, événement assez marquant. Et à part ça, même moi qui suis dans le milieu depuis 16 ans, comme je te dis, franchement, j'arrive pas. Peut-être j'en manque, mais j'ai pas de fait marquant comme ça du sport qui fait que la personne dans la rue, elle va se dire putain, ça c'est du roller. Ou alors moi, je vais capter une référence du roller, tu vois. Donc tu n'as pas accès visuellement à la compétition. T'en as quelques-uns qui arrivent à émerger du lot. T'as par exemple le FIS à Montpellier qui a un événement incroyable, qui a du roller dedans, mais qui a d'autres sports et qui du coup fait vraiment une belle vitrine pour notre discipline. Mais en dehors de ça, on reste en général quand même dans une compétition de roller, dans un endroit pour le roller, avec des spectateurs qui viennent voir que du roller. Et du coup, ça, plus le fait qu'on ne développe pas tellement de projets autour et qu'on ne cherche pas à amener le sport, la discipline vers le tout public, ça fait qu'on est, je pense, un petit peu fermé entre nous et qu'on se conforte là-dedans. Et enfin, on va voir le dernier point qui, selon moi, explique qu'on a un petit peu de mal à se mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas un sport de roller, il y en a plein.
plein. Mais quand je te dis plein, il y en a plein. Je l'ai pas trop évoqué depuis le début, c'est vrai, mais on parle de sport de roller au pluriel, hein. On est vraiment énormément de disciplines. Selon moi, dans le sport, du moins en France et de ce que je connais, bien entendu, je n'ai pas la science infuse, il y a 2 modèles qui fonctionnent dans le domaine sportif pour se faire connaître. Le premier, c'est d'avoir une discipline phare, une discipline forte, qui va mettre en avant l'ensemble. Je te prends l'exemple du skate, du foot, de l'escalade et bien d'autres. Tu vas avoir donc une discipline phare, par exemple pour le skate ça va être le street ou le ball, l'escalade ça va être la voie et le football ça va être le foot à 11 que tu connais classique, hein, que tu vois à la télé. Ces sports-là, ils sont très fédérateurs, ils sont universels, ils vont réussir à rameuter beaucoup de monde, donc ça va vraiment porter la discipline. Et autour, tu as d'autres sports qui vont pouvoir émerger. Par exemple l'escalade ça va être le bloc en extérieur qui est un peu plus niche. Yes! Holy fuck. Le foot en dansant, ces disciplines un peu plus niches, mais qui du coup ont vraiment une mise en avant par le fait que c'est du foot. Donc c'est-à-dire que même si tu n'as jamais fait de foot en marchant, bah, tu connais quand même le foot, tu connais quand même globalement les règles, donc tu vas rapidement réussir à t'adapter. Et par exemple le skate, ça peut être le longboard qui est un petit peu plus secondaire en termes de popularité, mais qui du coup pareil, on va rapidement faire une association. Ça, selon moi, c'est le premier modèle qui marche vraiment bien. Le deuxième, la stratégie est différente, et on va prendre par exemple l'exemple du vélo. Alors tu vas me dire le vélo, c'est-à-dire, c'est très large. Et bien c'est justement, le vélo a beaucoup de disciplines très différentes, vraiment avec des séparations très fortes. Tu peux difficilement comparer du BMX et du vélo de course par exemple. C'est très très distinct, que ce soit au niveau de la discipline, au niveau des règles, au niveau du matériel, au niveau de la culture qui s'est développée autour. Et tout ça, ça fait que c'est très difficile, on va dire, de les associer entre eux. Là où le skate, par exemple, avec le longboard, oui, tu vas me dire c'est très différent, mais tu as quand même cette notion d'équilibre sur une planche, tu as quand même cette notion sport très cool, etc. Donc tu vas réussir à fédérer autour. Là où du BMX et du DH, ou du BMX et du vélo de course, ça va être très difficile de les associer. Et du coup, là, ils ont vraiment une stratégie où ils sont des piliers très forts, séparés, et ils vont se développer de façon un peu indépendante, tout en gardant cet aspect commun du vélo, hein, l'outil propre, même s'il est très différent selon les disciplines, où les gens vont faire un peu cette association, mais chacun est un sport très très développé, très très fort, très marqué, qui va avoir sa popularité et qui va réussir à toucher son public. Et alors le roller, tu vas me dire on est où là dans ces 2 modèles que tu décris? Mais en fait on est nulle part, c'est ça un peu le problème. C'est qu'on n'a pas de discipline qui est assez mainstream pour porter les autres, on n'a pas une discipline qui marque énormément. Aujourd'hui, quand tu parles roller, tu vas penser à quoi en premier lieu? Tu vas penser au roller balade, un roller que tu vois sur la corniche où les gens ils roulent, ils passent leur dimanche après-midi pendant 1 heure à faire leur petite balade en famille. C'est difficile de porter un projet autour de ça, tu vois, c'est un peu fragile, hein. Et d'un autre côté, individuellement, on n'arrive pas trop pareil à se développer, à se porter, et tu n'as pas de discipline qui vraiment émerge et a un succès intéressant qui arrive à se porter. Parce que comme je te disais déjà en roller, quand je te parle de roller, tu vas penser au roller balade, mais il y a énormément de disciplines. Tu as le roller street qui se décline en plusieurs sous-disciplines, tu as le roller hockey, le roller derby, le roller course, course sur piste et course sur route, je crois que c'est différent. Tu as le roller slalom en speed slalom, mais en inline freestyle, tu as aussi du slalom, là ça va être en tricks. Enfin, tu as du roller soccer, tu as du roller quad, du roller derby, roller hockey, et tu as le rink hockey parce que les patins sont différents et je crois que des règles changent. Enfin, on a énormément de disciplines. Et déjà, entre nous, on a du mal à parler, on a du mal à communiquer, et il y a même on va dire, de l'irrespect et des moqueries entre certaines disciplines qui se respectent pas trop. Donc déjà, entre nous, on a du mal à savoir qui fait quoi, quel sport existe, et à se respecter mutuellement. Donc déjà, c'est assez difficile. Et je pense sincèrement que c'est un des plus grands freins qu'on a aujourd'hui en France dans notre sport. On a tellement de variétés, et c'est tellement peu harmonisé, on va dire comme ça, si c'est un schéma très binaire, qu'on a du mal en fait à émerger, on a du mal à se porter, et on n'arrive pas, avec tous les points précédents que je t'ai dit, à venir te donner envie à toi de faire du roller, à découvrir notre sport. Chapitre 3, des solutions. Alors on va pas se mentir, le roller ça aura jamais le succès que peut avoir par exemple le football,
qui est le sport, je crois, le plus pratiqué au monde. C'est sûr, on n'aura jamais ce succès-là. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'on peut donner envie à beaucoup plus de gens de découvrir notre sport, parce qu'en fait, tout le monde connaît le roller, mais personne ne le connaît vraiment et personne ne l'a vraiment essayé, ne l'a vraiment pratiqué. On reste souvent sur un vieux souvenir d'enfant, quand on a essayé, on s'est cassé la gueule, on a arrêté au bout de 20 minutes. Pas vraiment ce truc de vouloir forcément y retourner, mais parce qu'on donne peut-être pas assez envie aux gens de venir essayer, de venir découvrir. Et j'aimerais te proposer dans cette vidéo, pour conclure, quelques petits points qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça, pour dynamiser nos sports et donner envie au plus grand nombre de venir nous découvrir. Tout d'abord, je pense que le truc le plus important, c'est continuer à poster sur les réseaux, à nous mettre en avant sur le net, mais de mettre en avant aussi le kiff et le partage, la progression. C'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. On est, comme je disais tout à l'heure, sur le sensationnel, on est sur le 0,01% et on voit pas tout le cheminement, on voit pas tout l'univers qu'il y a autour. Je pense qu'on peut vraiment beaucoup plus pousser ça, et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, d'essayer d'être dans l'éducatif, dans le partage, et de vous proposer quelque chose qui peut vous servir tout simplement et vous donner envie de venir rouler. Ensuite, c'est un peu, je pense, ce que vous avez suivi tout le long là, mais il faut arrêter d'attendre que les gens viennent découvrir notre sport, et il faut le faire découvrir nous, il faut qu'on l'amène aux autres. Et il y a des choses qui commencent à émerger, qui sont vachement cool, des projets justement de faire des événements avec plusieurs disciplines. Le FIS en est un exemple parfait, depuis 20 ou 25 ans, je sais plus, ils font ça, et ça marche du feu de Dieu. Mais on reste encore, nous, comme je disais, sur des disciplines des événements très fermés. Je pense qu'il faut vraiment réussir à l'ouvrir, à l'amener sur des endroits où les autres en fait viennent sans venir pour le sport. Je sais pas si je suis clair, mais par exemple, qu'est-ce qui nous empêche de faire un événement sur une place connue dans une ville où les gens, juste, ils mettent leurs patins, on leur prête, et puis ils viennent apprendre à rouler. On fait un roller disco en extérieur sur une place où il y a tout le monde, entrée gratuite, location, je sais pas, 5 €, on s'en fiche, tu vois. Mais de donner envie aux gens, en fait, sur le moment, de leur faire découvrir et de leur faire découvrir le kiff. Par exemple, la patinoire, t'as des patinoires parfois en hiver qui apparaissent dans des petits villages, dans des petites villes de façon éphémère. Et c'est à ce moment-là que tu as plein de gens qui en font, parce que c'est là, c'est devant toi, et tu te dis ça va être trop cool, on va passer 1 heure à faire ça. Mais toi, de toi-même, tu vas pas te dire allez, je vais chercher une patinoire sur internet, il faut faire 1 heure de route, une demi-heure de route, et puis là-bas je dois encore faire le déplacement, je dois m'organiser la journée. Non, là c'est sur le moment. Là, sur le moment, t'as ça. Mais profites-en. Il faut qu'on arrive à démocratiser tout ça, je pense. Ensuite, un troisième point, c'est on parle beaucoup de discipline, comme je te disais, il y en a plein. Mais avant de parler discipline, on parle patinage, on parle pratique. Non, on n'est pas en train de faire du roller skatepark, où je sais qu'on est en train de faire du roller. Point. Ça va uniformiser tout ce bordel et ça va permettre d'avoir beaucoup plus de poids, de nous porter. Et ensuite, quand tu te spécialises, bien sûr, tu vas aller sur quelque chose en particulier. Mais t'es pas obligé dès le début. Mais l'escalade, je peux le reprendre. L'escalade, on fait de l'escalade. Quand tu parles aux gens, ils vont te parler qu'ils font de l'escalade voie, etc. Non, ils vont te dire, j'ai vu ça au-dessus d'une grotte, c'est trop cool. J'ai vu ça ils font avec la corde, nanana, ils montent sur 40 mètres. Et en fait, ils associent tout ça à un gros bordel qui est trop cool. Et ensuite, quand ils s'y intéressent, ils distinguent les différentes disciplines. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a été intéressante. Je t'avoue que c'est des formats que je teste. Moi, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te proposer des choses, j'ai envie d'échanger. Ces vidéos, elles sont faites pour les riders, elles sont faites aussi pour les gens justement qui ne roulent pas et qui tombent comme ça, soit par hasard sur ce type de vidéo, soit qui tout simplement ont envie de découvrir l'univers du roller, ont peut-être quelques appréhensions. Moi, pour rappel, je suis coach diplômé, je gère un club, je suis aussi en indépendant sur différents événements, prestations et autres. Et sur mes réseaux sociaux, je vise à te faire découvrir l'univers du roller, mais plus globalement l'univers des sports extrêmes, l'univers de la glisse. Tout cet univers en fait, moi, qui me porte, qui me donne envie de me lever le matin et vraiment de faire plein de projets. Et j'espère que tu vas vouloir nous rejoindre sur ce projet YouTube en t'abonnant juste en dessous et en lâchant un petit like, un petit commentaire. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté et on se dit à bientôt. Ciao!